Ah, ça fonctionne pas. Ah, peut-être que si. On y est. Ah, génial. Bonjour les gars, les filles des Hauts-de-France et bonjour à tous ceux qui peuvent et pourront visionner ce live en direct, en replay. Ce matin, je suis avec Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Élise. Et nous recevons Yasmina, une infirmière dans un service à l'hôpital qu'on appelle ELSA. Alors, c'est une équipe de liaison et de soins en addictologie. Et dans ce service, Yasmina, elle s'occupe aussi de tabacologie. Et bah, bonjour Yasmina, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors pendant ce live, on va avoir 1 heure pour faire le point et se demander comment on arrête de fumer pendant le mois sans tabac. Je vais poser la première question, Yasmina. Arrêter de fumer, c'est toujours un bonus, mais si je commence à prendre de l'âge, est-ce que ça vaut toujours le coup? Alors oui, bien sûr, il y a toujours un intérêt, un bénéfice à arrêter de fumer. Il n'est jamais trop tard, quel que soit l'âge, quel que soit le nombre d'années durant lesquelles on a fumé. Alors on va penser toujours en premier aux bénéfices par rapport à la santé, et il y en a qui sont très rapides. On pense toujours que ça va prendre des années. Certains sont effectivement plus longs, mais beaucoup sont très rapides, comme par exemple les bénéfices sur le cœur, les vaisseaux, les bénéfices pardon, cardiovasculaires, le cœur, les vaisseaux, comme les infarctus, les AVC. Là, les bénéfices sont assez rapides, très rapides. Les risques de cancer, tout le monde y pense. On en a des bénéfices, ils sont bien là, ils sont un peu plus longs à se mettre en place, mais ils sont bien là. Après, on a des bénéfices aussi sur le système immunitaire. Notre corps va mieux se défendre contre les microbes, les infections. Et ça, c'est rapide aussi, c'est très rapide. Donc, il y a toujours un intérêt très rapide avec des bénéfices rapides et des bénéfices un peu plus longs à atteindre, mais il y en a toujours. On oublie aussi qu'on a d'autres bénéfices qui sont plus personnels. Par exemple, bah, je fais des économies, c'est important, surtout en cette période. On a d'autres bénéfices aussi sur, on retrouve une belle liberté, on est libre d'aller venir sans toujours réfléchir à est-ce que j'ai suffisamment de tabac. Pour les femmes, une jolie peau toute rose, toute jolie, sans boutons, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, on a toujours un bénéfice. On va toujours augmenter notre espérance de vie en arrêtant de fumer, quel que soit l'âge, et avec une belle qualité de vie. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà, Et une vie en meilleure santé, c'est ça qui compte avant ça, tout. c'est Hein. ça. Ouais. Bon, quand on arrête de fumer, il y a un truc, et vous qui êtes tabacologue, Yasmina, vous devez connaître ça et entendre ça de la part de vos patients. Il y a un truc qu'on a, c'est la trouille. On Mm. a peur de ne pas y arriver. Est-ce que vous avez des conseils pour, avant de se lancer dans le sevrage? Alors d'abord, c'est normal d'avoir peur. Tout le monde a peur dès qu'on doit changer nos habitudes, quelles qu'elles soient, un déménagement, changer de travail. On a peur, c'est normal, c'est humain. Donc voilà, bah, c'est normal. Bienvenue chez les gens normaux si vous avez peur d'arrêter de fumer. Les conseils. Alors déjà, si on regarde cette émission, c'est qu'on est en train de se préparer. On a déjà franchi une belle étape. C'est formidable, c'est génial, on continue. Ensuite, les conseils. Alors moi, ce que je conseille toujours, c'est d'aller voir des spécialistes. Mais avant ça, déjà, je fais un petit truc avec mes patients. Je leur dis, vous vous prenez pas la tête, hein, tranquillement. À chaque cigarette que vous allez fumer, avant, vous allez prendre et vous demander, eh ben, qu'est-ce qu'elle va m'apporter celle-là? Pourquoi je la fume? Qu'est-ce qui l'a déclenché, cette envie-là? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Et pour chaque cigarette, alors je pense qu'il y en a qui sont oubliés hein, quand même, hein, mais c'est quand même important. Et ça aide à se préparer, ça aide à se connaître, ça aide à repérer un peu les déclencheurs, ça aide à se questionner sur le sens qu'on donne à notre fume. Et ben, je remarque que les gens spontanément, sans rien faire, vont diminuer. Et ils vont s'en rendre compte parce que bah, le nombre de cigarettes dans le paquet a diminué. Voilà, donc ça c'est peut-être déjà un petit truc pour se préparer, augmenter un petit peu la motivation et pouvoir avancer. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, bah, on peut aussi se questionner, bah, pourquoi là en ce moment j'y pense? Pourquoi en ce moment j'ai envie d'arrêter? Quels sont les inconvénients de la cigarette là qui me poussent à réfléchir un petit peu? Ça peut être intéressant de juste poser un peu des jalons, se questionner, réfléchir un petit peu à tout ça. C'est ce qu'on appelle la préparation en fait. Et elle est indispensable. Voilà.
Je sais pas si ça peut aider, Alors, mais oui, oui. Est-ce que, il vaut mieux que j'en parle autour de moi ou, peut-être, il vaut mieux que je garde tout ça pour moi? Parce que quand je dis: «Je vais arrêter de fumer», tout le monde rigole et Françoise, elle le sait parce qu'elle, dans son entourage, il y a des gens qui faisaient des paris sur sa réussite ou pas. ça, c'est vache. Mais bon, c'est toujours. Alors, moi, je conseille toujours aux patients d'en parler autour d'eux, de parler de de leur démarche autour d'eux. Alors, pas forcément à tout le monde, hein, mais les proches, les gens au travail, les gens qu'on côtoie. Pourquoi? Ben parce que déjà, on informe les gens, donc on peut s'attirer un peu leur soutien, leur bienveillance. On va aussi limiter les expositions au tabac, les sollicitations. Allez, viens, on va faire la pause, on va fumer. L'entourage informé va éviter de nous solliciter, va nous préserver un petit peu. Donc, moi, je recommande toujours d'en parler autour de soi. Après, les gens qui se moquent, bah, peut-être qu'on peut leur expliquer pourquoi cette démarche, elle est importante pour moi. Quel sens je donne à ma démarche. Voilà, là, j'en ai vraiment besoin. Tu vois, je m'inquiète, je commence à tousser ou financièrement parlant, c'est un peu compliqué. Peut-être que c'est temps de dire au revoir à ce produit. Voilà, mais essayer d'expliquer un peu le sens de sa démarche pour que les gens comprennent et puis ben nous soutiennent et nous accompagnent et se moquent pas. Après, moi, j'observe aussi autre chose parfois, c'est que bah, les gens qui se bah, et ça peut aussi un peu déranger. Tiens, elle essaie, elle va peut-être y arriver, elle va peut-être gagner, enfin, même elle va gagner. Et puis, ben, moi, je suis encore avec ma cigarette, donc ça peut déranger un petit peu. Donc, ça peut susciter aussi un peu des moqueries. Si on sent qu'il y a un peu de ça, si on est suffisamment proche des gens, ben, on peut dire, bah, tiens, allez, on essaye à deux, pourquoi pas? Hein, les gens qui font des paris, alors, bah, allez, on essaye tous les deux et allez, on y va ensemble, on parie qu'on va y arriver à deux. Voilà, il faut tourner la chose, positiver, avancer, avancer. Voilà. Mais je pense que c'est toujours bien d'en parler autour de soi, moi. Je suis assez pour ça. Oui, c'est Je sais pas important, si je réponds. de façon à pas être non plus isolé, à se cacher pour pas fumer, alors qu'on se Isolée, cachait pour voilà, tout fumer à fait. quelquefois. Tout à fait. Est-ce qu'on peut Oui, oui. s'entraîner pour mettre, par exemple, pour commencer à mettre des patchs avant l'arrêt ou prendre une petite vape avant l'arrêt, une sorte de d'arrêt progressif comme ça, en diminuant le nombre de mes clopes? Oui, alors on peut. Alors moi, j'appelle pas ça s'entraîner. Avec les médicaments, avec les substitutions nicotiniques, notamment les patchs. S'entraîner à diminuer, voir comment ça va se passer, voir si on va y arriver, c'est très bien. Ça renforce la motivation, ça renforce la confiance en soi. On se rend compte qu'on y arrive, c'est très bien. Mais dans ce cas-là, il faut le faire, par exemple, soit avec une cigarette électronique, soit avec des formes orales de substitution, comme les chewing-gums, comme les petites pastilles. Il y a le spray aussi maintenant. Et on va, bon, comme je disais tout à l'heure, cette cigarette, je la fume pas. Pourquoi? Ah bah finalement, elle n'est pas si indispensable que ça, mais je suis pas très confortable. Bah, je peux prendre soit une bouffée de vape, soit une petite pastille pour m'aider à diminuer progressivement et à faire l'expérience de la diminution, l'expérience de j'ai pas fumé là, puis finalement, bah, je vais très bien, ça va. Voilà, donc ça renforce. Alors là, on peut parler entre guillemets d'entraînement, de renforcement de confiance en soi. Après, s'entraîner avec des patchs, comment dire, le fonctionnement des patchs, enfin, des patchs est un peu différent du fonctionnement des formes orales et de la vape. Et moi, je pense, mais c'est que mon avis peut-être, que lorsqu'on s'oriente vers les patchs, là, on va s'engager, alors soit dans un sevrage, soit dans une diminution, parce qu'on peut tout à fait patcher des gens dans le but de diminuer. C'est juste une question de dosage de Mhm. nicotine. Mais là, on va s'engager quand même dans une démarche parce que les patchs, eux, vont plutôt saturer les récepteurs nicotiniques en nicotine et Mhm. donc permettre que ces récepteurs diminuent avec le temps, hein, en quantité et en quantité en nombre, hein, on a moins de récepteurs et on va un peu les désactiver, les endormir progressivement avec nos patchs qui, eux, vont délivrer une dose de nicotine stable 24 heures sur 24 au long cours. Et donc, pour obtenir cet effet, c'est difficile de dire bah, un jour je mets le patch, le lendemain je l'enlève, ça marche pas. Donc, Mhm. avec les patchs, on va s'engager dans une démarche soit de diminution, soit d'arrêt, en fonction de ce qu'on se sent, de ce qu'on se sent en capacité de faire. En revanche,
tester pendant une semaine ou pendant, tiens, je suis en vacances une semaine là, je vais voir un peu comment, ce que je peux mettre en place, comment je me sens, si ça va. Ça, on peut tout à fait le faire avec les formes orales ou avec la vape, ou les deux, même les deux. Mhm. Cumuler les deux. D'accord, C'est ok, tout à fait possible. En d'accord. fait, quand on dit on va arrêter progressivement, ça n'empêche pas de se donner une date d'arrêt, en fait. C'est simplement se faire l'expérience de voir que avec une forme de substitution, on va moins tirer sur les clopes, on va diminuer le nombre, et c'est très encourageant de voir que ça marche. Mais l'arrêt progressif, c'est pas quelque chose qui va durer pendant des années. Il faut Mhm. vraiment, c'est exactement ce que Yasmina disait, on rentre dans une démarche et donc on se donne un temps pour expérimenter ces substituts avant de décider d'arrêter définitivement. Ben ouais, on apprivoise des fumes. Voilà. Voilà. Françoise, c'est à toi. C'est à moi. Alors, tananana, ouais. Alors, on arrête de fumer. Ça y est, la décision est prise. Hop, terminado. On m'a dit que si j'arrête de fumer, je vais devoir changer ma vie. Ne plus boire mon petit café que j'adore le matin parce que Café Club, c'est une association. Hein. Ne plus sortir pendant des mois parce que je pourrais être tentée après un petit verre de prendre une cigarette. J'arrête l'alcool, bien évidemment, parce qu'on m'a dit surtout ne prends pas ne serait-ce qu'un demi-verre de vin, Françoise, autrement t'es foutu. Bref, Yasmina, est-ce que si j'arrête de fumer, je dois en plus me priver de tout? Absolument pas. Arrêter de fumer, c'est un changement d'habitude. Lorsque je fume, je mets en place des habitudes, des rituels, par exemple. Alors, en fait, la dépendance au tabac est complexe. Pour reprendre un peu le début, elle est physique, psychologique et comportementale. La dépendance physique, c'est la dose de nicotine dont mon cerveau a besoin, l'habitude, voilà. Ça, on le gère assez facilement finalement avec les traitements. L'aspect psychologique des choses, c'est l'idée que je vais mettre derrière cette cigarette-là. Elle va m'aider à me détendre, elle va me permettre de souffler un petit peu, je m'ennuie, elle va m'occuper, voilà. Et il y a l'aspect comportemental, un peu les rituels, les automatismes. Bah, je prends mon café, c'est le déclencheur, je prends le café, va générer une action, envie de fumer, et je me sens bien comme ça. Donc, arrêter de fumer, c'est prendre en compte tous ces aspects-là. Et effectivement, par exemple, les moments de convivialité où je bois un petit verre, souvent, bah, les copains fument en plus, on est un peu désinhibé, on a envie de prendre une cigarette. Donc, moi, j'ai envie de dire non, on ne change pas nos habitudes, on va les modifier et on va tout anticiper pour tenir bon, mais garder nos plaisirs. Si l'arrêt du tabac, qui est déjà une contrainte, qui nous demande déjà un effort, doit s'accompagner en plus avec plein de freins et la perte de tous nos plaisirs, bah, finalement, on n'a pas tellement envie de le faire et puis c'est un peu normal. Donc, on arrête de fumer, ok, on met en place tout ce qu'il faut, traitement, accompagnement et tout ce dont on va avoir besoin, oui, et on garde nos petits plaisirs, bien sûr. C'est juste qu'on va apprendre comment on fonctionne, on va essayer de repérer un peu tout ce qui peut déclencher des envies ou des accidents, repérer un peu les situations qui, pour moi, risquent de me mettre, entre guillemets, en difficulté ou en danger, les moments festifs. Je sais pas, j'ai une réunion très stressante. Ouh là là, comment je vais faire sans ma cigarette? Voilà, on va essayer de repérer un petit peu ces situations à risque, comme on appelle, les déclencheurs. Et on va pas s'empêcher, parce qu'il y a des choses, on est obligé de les faire, mais on va juste essayer d'encadrer. Et on va essayer d'encadrer, alors, soit en prenant, par exemple, des formes orales, en plus d'un patch, par exemple, on va prévoir dans notre poche des chewing-gums à la nicotine, des petites pastilles qu'on va utiliser bah, au moment dangereux. On peut, par exemple, lors des pauses au travail, bon, on ne va pas se priver de nos pauses, bien sûr, quand on en a besoin, on a besoin de se détendre, on a besoin de passer un temps avec nos collègues. Et ben, lors des pauses, on peut prévoir une pomme, une orange, une petite pastille, une petite gomme, s'occuper les mains avec le smartphone ou autre chose, on s'occupe nos mains, comme ça, voilà. Mais il faut repérer les situations à risque et essayer de mettre en place des nouvelles habitudes ou en tout cas les anticiper pour les gérer au mieux de façon le plus confortable possible. Ça va?
Très bien. Euh, on va maintenant passer aux substituts nicotiniques. En fait, on pourrait se demander comment est-ce qu'on les utilise convenablement? Est-ce qu'il y a des façons où est-ce qu'on met les patchs? Comment on prend ses pastilles? Comment est-ce qu'on prend ses gommes? C'est pas évident, hein, parce que sur les notices, c'est pas toujours ça, hein. Non. Ouais. Et d'autant plus que parfois on n'explique pas toujours bien. Alors, il existe plusieurs formes de substitution nicotinique. Il existe alors sur le marché actuellement les patchs, les fameux patchs. Il existe les formes orales que sont les gommes, les petites pastilles, le spray. Et puis à part, à côté, on a la vape, la fameuse cigarette électronique. Les patchs, comme je disais tout à l'heure, hein, vont délivrer une dose de nicotine stable, 24 heures sur 24. Cela va permettre de saturer les récepteurs nicotiniques que tous les fumeurs ont de façon constante, d'annuler les pics nicotiniques que provoque chaque cigarette et qui vont renforcer la dépendance. Avec nos patchs, on les annule et ça va permettre de diminuer le nombre enfin, comment dire, de désensibiliser les récepteurs nicotiniques. Donc les patchs, ils vont se mettre le matin au réveil. On évite de mettre les patchs le soir. La nicotine est un excitant et si on les met le soir, peut un peu perturber le sommeil. Donc on va mettre nos patchs le matin au réveil. On va le coller et idéalement, il faut le garder 24 heures jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, on retire le patch et on va en coller un autre. On ne fait jamais d'allergie à la nicotine des patchs. On peut en revanche avoir des petites réactions allergiques, des petites démangeaisons à la colle du patch. Alors dans ce cas-là, il faut éviter de coller le patch toujours au même endroit. Il faut changer d'endroit, ça peut suffire. Si on fait vraiment une réaction allergique, que c'est rouge, que c'est gonflé, que ça gratte, on peut tenter alors soit de changer la marque de patch, parce qu'il existe plusieurs marques, donc on peut changer et voir, il y a certaines marques que certaines personnes vont supporter mieux que d'autres, ou alors le coller sous la plante du pied. Dans ce cas-là, il faut un peu augmenter le dosage, parce que la peau étant un peu plus épaisse, la diffusion, elle est un peu réduite, donc on augmente un petit peu le dosage, mais ça, il faut voir ça avec le médecin ou le tabacologue. Mais les patchs, voilà. En plus, moi, j'ajoute toujours, et il faut ajouter d'autres formes de nicotine pour gérer les petits moments un peu compliqués, les petites envies qu'on peut avoir durant la journée, pour être confortable. Et ça rassure aussi d'avoir ça sur soi. Et ça va être les formes orales, comme on appelle, donc la petite pastille, la petite gomme, le spray. On a ça dans la bouche. Les pastilles, bah, ça se suce. Tout simplement, il ne faut pas les croquer. On peut en prendre dès qu'on a une envie. Euh, et si on ne supporte plus le goût, la saveur au bout d'un moment, parce qu'il y en a certaines qui durent longtemps, il y en a certaines qui vont durer une vingtaine de minutes. Si la saveur nous agace au bout d'un moment et que l'envie est passée, il faut la cracher tout simplement, hein. Faut Je pas que... montre une pastille, ça c'est une Voilà. Nicopas, c'est un gros bonbon. Mm, On le met mm, contre la joue mm, et on le laisse fondre. C'est pas un bonbon, c'est une pastille de nicotine. Donc on va le laisser fondre pour que la nicotine passe à travers la muqueuse de votre joue, hein. C'est très important, on n'y touche pas, on laisse fondre tranquille. mm, Et autrement, on a des tout petits comprimés, comme ça, vous voyez, minuscules. Ce sont des micro-tables. Ceux-là, on les met sous la langue. On n'y touche plus, on laisse fondre. Ma pastille, vous voyez, je vous parle, j'ai une pastille dans la bouche, je peux boire un peu d'eau, je peux discuter avec vous, personne ne sait que j'ai une pastille dans la bouche, sauf moi. Voilà. Je vous fais la démo. Très très bien. Après, on a les gommes, bah, peut-être faire la démo aussi. Les gommes à la nicotine se prennent aussi d'une façon particulière pour être efficaces. Alors, je ne sais pas si j'en ai là. La gomme, vous la prenez, vous la mâchez comme un chewing-gum. Je mets juste jusqu'à ce que ça devienne comme un chewing-gum. Après, stop. Ouais. Vous la collez contre la joue comme ma pastille. Vous laissez agir. Tant que, au bout d'un moment, ça va plus picoter et vous n'aurez plus de goût. Vous remâchez un tout petit peu, vous recollez contre la joue. Et vous faites ça pendant 20 minutes environ. La gomme ne délivre que la moitié de la nicotine qui est marquée sur la notice, hein. Donc, si vous prenez des gommes à 2 milligrammes, vous aurez 1 milligramme. Les pastilles sont beaucoup plus efficaces en termes de rentabilité. Elles délivrent pas toutes, mais quasiment toute la nicotine qu'elles contiennent.
Voilà. Et puis, bah, il existe le spray aujourd'hui, enfin depuis quelques temps, mais il est remboursé actuellement, donc c'est très très bien. Le spray, bah, c'est un petit spray à pchiter à l'intérieur de la joue et pas au fond de la gorge comme les médicaments lorsqu'on a Un des angines. collutoire, ouais. Voilà. À l'intérieur de la muqueuse de la joue, un petit pchit et c'est à peu près le même dosage que les pastilles. Mm, Voilà, tout à très fait. efficace. Donc ça, Alors, c'est utilisé en plus des patchs, toujours. Et puis, il y a la fameuse cigarette électronique, la vape, qui depuis tout récemment peut être utilisée dans le cadre d'un accompagnement au sevrage tabac. Alors moi, en tant que tabacologue, j'utilise ça depuis longtemps, longtemps. On n'a pas beaucoup de recul avec ces produits-là. Peut-être que vous allez me compléter. Ça n'est pas un médicament avec une autorisation comme pour les médicaments. On peut supposer qu'il peut y avoir quelques effets secondaires à long terme, quelques répercussions à long terme, mais c'est encore au stade d'étude. Ce qu'on sait avec certitude aujourd'hui, c'est que vapoter dans le cadre d'un accompagnement à l'arrêt au tabac est bénéfique parce que c'est beaucoup moins dangereux de vapoter que de fumer. Voilà. Donc, si vapoter nous aide à arrêter et nous permet d'arriver à ce qu'on souhaite, c'est-à-dire le sevrage, il faut le faire, mais de façon encadrée et ne pas passer du tabac à la cigarette électronique et on va vapoter tout le reste de sa vie. Non, c'est vraiment dans le cadre d'un sevrage. Et dans ce cas-là, on n'a que les bénéfices de la vape et pas les inconvénients. Mhm. Moi, j'ai tendance à encadrer ça avec mes patients sur 1 an, 2 ans, pas plus. C'est la moyenne d'usage de la vape dans le cadre du Voilà, sevrage c'est ça. tabagique est de 2 années de fait. Voilà. Ce qu'on peut vous donner comme conseil, vous qui nous écoutez, c'est de prendre une vape à tirage serré, une petite vape, pas très chère, à tirage serré, d'en avoir une autre au cas où, avec un liquide en 50-50, 50% de glycérine végétale, 50% de propylène glycol, un arôme. L'arôme le plus simple possible, évitez le fraise melba avec sa petite crème chantilly et ses éclats de noisettes, mais prenez fraise ou noisette. Euh, voilà. Et vous prenez en dosage le plus haut dosage supporté. C'est comme pour les patchs. Si vous n'avez pas assez de dosage, vous êtes hyper à cran et vous bouffez des pastilles tout le temps, hein, voilà, pour compenser. Et ben avec la vape, la même chose. Si vous êtes sous-dosé, un petit 3 milligrammes, c'est pas grand-chose quand vous avez besoin d'un 20 milligrammes, eh ben, vous passez votre journée à pomper. Et du coup, eh ben, vous êtes en difficulté parce que vous n'êtes pas suffisamment substitué. On peut associer la vape et le patch, bien sûr. Comme l'a dit notre tabacologue invité, associer, c'est recommandé. Oui. Alors, Élise, c'est à toi ou à moi? ou à moi, À toi. je crois. Ouais. On sait plus. Bon. Alors, je suis cardiaque et ma sœur, voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que le patch, ça va me tuer. D'ailleurs, les autres substituts aussi. Et à l'hôpital, en plus, ils m'en ont prescrit 2 patchs, quoi, enfin des gros patchs, hein, 2 fois 21 milligrammes. Est-ce que c'est vrai que c'est dangereux pour moi? Alors, ce qui est dangereux quand on a des problèmes cardiaques, c'est fumer. Fumer, la fumée avec tous les produits toxiques, c'est ça qui est dangereux. Les traitements, eux, sont prescrits, même lorsqu'il y a des problèmes cardiaques, on peut utiliser des médicaments, donc des nicopatchs, des formes orales. On peut, c'est même recommandé, puisqu'il est recommandé d'arrêter de fumer dans ces cas-là. Ça n'est pas dangereux. Moi, je travaille avec des cardiologues et je prescris des patchs à des gens qui viennent faire tout juste de faire un infarctus dans les heures qui précèdent. Simplement, on va éviter de surdoser en nicotine. On va normodoser, c'est-à-dire proposer un traitement qui permet aux patients d'être confortables, mais pas trop surdosé pour pas éviter de trop solliciter les organes de la personne. Mais non, non, bien au contraire, on peut patcher. Il faut tout mettre en place pour arrêter de fumer. Mm. J'en profite juste pour dire aussi les femmes enceintes. Hein, on a tendance aussi à croire que bah, lorsqu'on est enceinte, il faut arrêter de fumer, oui, pour le bébé, pour la maman, et pas de nicotine. Non, 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 non. Les femmes enceintes, on les patch aussi. L'objectif, c'est, si elles le souhaitent, bien sûr, hein, et sans jugement aucun, les accompagner dans le sevrage
pour elles et pour leur petit bébé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on propose un traitement, il n'y a que de la nicotine, il n'y a pas de produits toxiques à côté. Le tabac, il y a la nicotine, mais il y a aussi tout ce qui est délétère et dangereux Bien pour notre sûr, santé. Voilà. bien sûr, bien sûr. Et puis Élise, rappelle-toi que Yasmina nous a expliqué dès le début du live que ce qui baissait le plus vite, c'était les risques cardiovasculaires. Elle a Mm, commencé comme ça son live. tout à fait vrai. Donc, en tant que personne qui souffre d'un souci cardiovasculaire, tu peux être rassurée avec ces deux réponses, je pense. Alors moi, j'ai un souci, Yasmina, je vais faire du laser. Pichou. Le truc dans l'oreille, c'est marqué 98% de réussite. Tu payes 150 à 200 euros. Tu vas voir quelqu'un qui a une blouse blanche. On te fait pchit pchit, ça fait même pas mal. Et là, miracle. T'es rentré, tu fumais 2 paquets par jour, tu sors, t'y penses plus. Le fantasme de tout fumeur qui veut arrêter. Le truc magique, on court après. Sauf que dans le centre laser où j'ai été, ça fait une dizaine de jours, ils m'ont dit, Françoise, à partir d'aujourd'hui, plus aucun substitut, plus aucun apport de nicotine, ni par la clope, ni par une pastille, ni par un patch, ni par une vape, rien, nada. Parce que c'est qu'à cette condition que notre laser va marcher. Ça fait 10 jours, je suis en train de me tordre de manque. Qu'est-ce que je peux faire, Madame Yasmina? Alors, moi, je pense que, et ça n'engage que moi, que toutes ces techniques-là vont agir, vont aider à travailler à renforcer la motivation à l'arrêt, vont travailler sur l'aspect psychologique, comportemental de la dépendance. Donc oui, si ça aide, le laser, l'hypnose et beaucoup d'autres techniques qui existent, pourquoi pas? Si on est prêt à payer, ok, pourquoi pas? Mais ces techniques-là ne vont pas aider à ce qui concerne la dépendance physique au tabac, c'est-à-dire le manque de nicotine. Donc, moi, ce que je dis à mes patients, c'est vous gardez votre traitement, vous gardez vos patchs tels qu'on les a prescrits, si on est bien équilibré, on les conserve. Et en plus, à côté, si on souhaite pour renforcer, si ça nous rassure, si tout ce qui peut nous aider, on y va. Tant que ça n'est pas dangereux, bien évidemment, on peut le faire. Et pourquoi pas ajouter par-dessus le laser, l'hypnose, les plantes et tout, pourquoi pas. Mais c'est en plus de notre traitement nicotinique prescrit par quelqu'un qui sait le prescrire, un médecin, tabacologue, voilà. Mhm, tout à Et fait. bon, arrêter le traitement pour faire ces techniques-là, non, moi Ouais. je comprends Sachant pas trop, que, je suis pas d'accord. Après, juste une toute petite ouais, remarque, si vous me permettez, simplement lorsqu'on va se rapprocher de personnes comme ça, et c'est très bien, il y a des gens très très bien, ah oui, je oui, suis moi-même hypnothérapeute, donc oui. voilà, mais simplement prenez le temps de regarder à qui vous avez affaire, de simplement se renseigner un petit peu parce que on voit un peu de tout. Donc voilà, pas se mettre en danger. Et puis bon, on va pas confier notre santé à n'importe qui, hein. Donc c'est important juste de prendre le temps de se renseigner, de regarder un peu qui va s'occuper de moi. Voilà, c'est important. Je précise juste que de très nombreux hypnothérapeutes sont très sérieux, Oui, bien sont sûr. formés et eux conseillent, si besoin est, l'usage de substituts en complément des séances d'hypnose. Tout à fait. Chose que ne fait jamais un centre laser, et c'est la grande différence. Le centre laser va systématiquement vous interdire l'usage des substituts. Ça fait une très très grosse différence dans la pratique, hein. C'est important de le savoir. C'est à moi ou à toi, Élise? Je sais plus du coup. C'est à moi. C'est à toi, oui, ah oui, de laser. Bon alors, je suis patchée, j'arrive à arrêter de fumer, mais alors par contre la nuit, impossible de dormir. C'est les insomnies non-stop, j'arrête pas de me réveiller. Est-ce que c'est mieux d'enlever, le patch le soir? Alors, la nicotine, comme on disait tout à l'heure, contrairement à ce qu'on pense, c'est un excitant. Donc, effectivement, la nicotine, si on a un sommeil léger, peut perturber un peu le sommeil. Alors, ça va provoquer des rêves un peu forts qui nous réveillent. Effectivement, c'est possible. Moi, ce que je recommande dans ce cas-là, c'est on met notre dosage de patch durant la journée, comme il faut, et le soir, on peut essayer pour la nuit, dans un premier temps, de baisser le dosage, de le diminuer et tester, voir si en diminuant un peu le dosage la nuit, est-ce que je dors mieux? Ce qui va permettre le matin au réveil d'avoir quand même
petit résidu de nicotine, le temps de recoller le nouveau patch pour la journée, on a toujours de la nicotine qui circule dans le sang et ça permet le matin, hein, la fameuse cigarette du matin qui nous faisait tant plaisir, et ben, ça va permettre de résister à ça, d'avoir moins d'envie. Donc, c'est toujours chouette de garder un tout petit peu de nicotine la nuit. Maintenant, si c'est vraiment des insomnies, je dors pas, c'est important de dormir. Donc, dans ce cas-là, on met le patch le matin, on le retire le soir et le lendemain matin, ben, on en recolle un. C'est juste que le temps que mon patch agisse et commence à diffuser, il y a un petit délai d'une petite heure, trois quarts d'heure, une heure. Bon, on va prendre une pastille ou une gomme, on va partir sur une petite forme orale qui, elle, va agir plus rapidement. Mhm. Vous ne conseillez pas les patchs sur 16 heures? Alors oui, j'allais dire aussi, il y a aussi les patchs sur 16 heures qui existent. Il y a différents modèles de patch. Et effectivement, il y a un patch qui existe, qu'on va mettre le matin et qu'on retire au bout de 16 heures. Oui, tout à fait. On Nous, peut partir sur celui-là, tout à fait, tout à fait. on est des grandes fans du patch 16 heures. Ouais. Souvent, enfin, moi, ça m'a sauvé les patchs sur 16 heures, Oui. hein. Je portais du 24 heures et ça m'a sauvé parce qu'ils sont quand même moins allergisants, je trouve. Pour moi, Euh, allergisants, ils sont un peu plus dosés. ouais. Et ça correspondait mieux et j'avais pas plus d'envie le matin Mhm. parce que je prenais Parfait. un substitut oral aussi pour compenser. Et ça m'a sauvé des soucis de sommeil aussi. Puis comme ils sont calculés pour diffuser sur 16 heures, c'est pas mal parce que ça envoie bien pendant 16 heures, quoi. Et on a besoin de notre dose, hein, c'est quand même Et important. nous, on a une copine, elle avait un patch 16 heures et en fait, le matin, quand elle se réveillait, alors elle sautait pas sur son petit déjeuner et tout ça, elle préférait encore être un peu endormie, elle se collait son patch, elle prenait sa pastille et elle continuait à se reposer C'est ce que je pendant une faisais. demi-heure, trois quarts d'heure. C'est ce que je faisais. Ah oui, Moi, je mettais un réveil 1 heure avant de me lever. pour coller Sur le ma patch. table de nuit, Voilà. j'avais mes patchs. Je me mettais une Nicopas dans la bouche, je collais mon patch, je me rendormais et mon réveil ressonnait 1 heure après. Et j'avais toujours la Nicopas dans la bouche, ce qui montre que ça peut mettre plus de 20 minutes à Oui, tout à fait. fondre. Voilà, bah justement, en parlant des Nicopas, on a pas mal de gens qui se plaignent en prenant beaucoup de substituts oraux comme ça, qu'ils ont du mal à les arrêter ou à les diminuer. Comment on fait dans ces cas-là, Yasmina? Alors déjà, on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à les diminuer, qu'est-ce qui fait que je m'accroche, hein. Est-ce que finalement, j'ai pas switché mes habitudes, hein, avant, c'était le café, là, il y a peut-être autre chose. Donc déjà, se questionner un peu sur qu'est-ce qu'il se passe. Et ensuite, peut-être parfois, en fonction du nombre de pastilles qu'on va prendre, peut-être passer sur une autre substitution, justement pour Mhm. se déshabituer, déconstruire ce qu'on a construit avec les pastilles. Mais après, c'est pour relativiser, c'est pas très grave. Prendre des pastilles pendant. Moi, j'ai un patient, ça fait 20 ans qu'il prend des gommes, il prend 3 gommes par jour. Bon, je pense qu'il en prendra jusqu'au bout. L'objectif est atteint, c'est-à-dire je ne fume plus. Ça, c'est formidable. Si après on prend du temps à réduire les substitutions nicotiniques, bah, c'est absolument pas grave. Il n'y a pas de danger à prendre quelques pastilles dans la journée pendant 3, 4, 5 ans. Si j'en ai besoin, il n'y a pas de danger. C'est juste qu'on va étudier, on va réfléchir à qu'est-ce qui fait que je les prends encore. Et puis, soit proposer des gommes, soit peut-être même des fois repatcher, hein, si on reprend un Mhm. fort dosage de TSN oral, de substitution orale, on peut peut-être parfois revenir à un patch pour pouvoir se déshabituer. Ça, c'est vraiment du cas par cas, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de grosses répercussions, enfin, il n'y en a même pas de répercussions sur la santé à prendre des formes orales pendant longtemps. Et il faut être heureux parce qu'on a arrêté de fumer. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, je dois bientôt me faire opérer. Évidemment, mon médecin anesthésiste m'a dit, bah, faudrait vraiment arrêter de fumer. J'y suis arrivée, mais maintenant j'ai vraiment peur pour le jour de l'opération. Est-ce qu'il faut que j'ai aucune nicotine dans le corps ou je peux en avoir quand même? Alors, oui, avant une opération, avant et après, il ne faut pas fumer. Enfin, il est fortement déconseillé de fumer. Pourquoi? Parce que le tabac va perturber la cicatrisation, il y a un risque infectieux. Enfin, fumer lorsqu'on est opéré a des effets négatifs sur Mm. la chirurgie. Ça retarde Mm. la cicatrisation. Donc, un peu avant, idéalement 2 mois avant, mais si c'est quelques semaines, c'est déjà génial. On arrête de fumer. On peut prendre des formes
enfin, on peut prendre des médicaments, des substitutions nicotiniques. Là, on peut, il n'y a pas de souci, c'est possible, parce que ce qui est dangereux dans le tabac lorsqu'on se fait opérer, c'est les produits toxiques du tabac. La nicotine peut avoir quelques répercussions, mais elles sont très minimes par rapport aux autres produits du tabac. Donc, le plus important, c'est d'arrêter de fumer enfin, avant et après une chirurgie. S'il faut mettre des patchs ou un traitement, on le met, il n'y a pas de danger, au contraire. Nous, dans notre pratique, là où je travaille, le jour du bloc opératoire, on ne met pas, on ne prend pas de substitution nicotinique. Juste le jour du bloc, parce que bah, il y a les produits de l'anesthésie, il faut être à jeun, tout ça. Mais la veille et dès le lendemain, on reprend notre traitement et il n'y a pas de Mmh. répercussions. Bien au contraire. D'accord. Les substituts dont vous parlez, ils sont remboursés, ils sont pris en charge par l'assurance maladie? Oui, oui, oui. Alors aujourd'hui, les patchs, les formes orales, le spray sont remboursés par la sécurité sociale à 65%. Oui, Mmh. Et ils sont pris donc en charge au tiers payant avec la mutuelle? voilà. On n'avance rien en pharmacie. Non. D'accord, merci. Élise, on va passer aux pots de banane si tu veux bien. Voilà, les peaux de banane, les petits faux pas avec lesquels on glisse, mais on va se relever quand même. Alors, moi j'avais l'impression d'être bien substituée. Je fume 3 cigarettes le matin, une après manger, le midi et puis une le soir. Et par contre, là, j'arrive vraiment pas à les arrêter. Comment est-ce que je peux faire? À reprendre un petit peu. Alors déjà, se faire accompagner, essayer d'en parler, comprendre qu'est-ce qui fait que je les garde, qu'est-ce qu'elles m'apportent, donc, comprendre, et puis peut-être que finalement, on n'est peut-être pas si bien substitué. Peut-être qu'on traverse une période un peu plus compliquée. J'étais bien à un moment parce que bah, je revenais de vacances, tout allait bien, et puis là, bah, la vie fait que hein, c'est jamais stable. Et peut-être que c'est une période un peu compliquée. Ben, pas de souci. Dans ce cas-là, je pense qu'il faudrait réajuster le traitement pour pouvoir ben, retirer ces cigarettes. Alors, soit tout d'un coup en augmentant bien le traitement, soit progressivement en rajoutant des formes orales et on les retire les unes après les autres. Voilà. Et puis peut-être réfléchir aussi bah, aux stratégies qu'on met en place, hein, au changement des habitudes. Peut-être qu'il y a quelques failles finalement et peut-être réajuster notre changement d'habitude. Voilà. Mmh. Alors, c'est peut-être la même réponse ou Mhm. quelque chose de similaire, mais on a une copine qui nous écrit: «Moi, j'ai vraiment du mal avec mes émotions. J'ai arrêté de fumer, mais à la moindre engueulade ou coup de blues, je prends une clope, je craque. Pour une, juste une, mais quand même, je craque. Au secours!» Ouais, ça c'est presque un peu le plus difficile à gérer dans le sevrage tabac, c'est la fameuse dépendance psychologique. Mmh. Et effectivement, surtout les femmes, hein, nous les femmes, nos émotions, elles nous emportent, on en a beaucoup, on les exprime beaucoup. Et bah, c'est vraiment un travail à faire. Donc déjà, se connaître, se comprendre, peut-être mettre en place un travail sur la relaxation, toutes ces techniques de relaxation, de gestion des émotions, le yoga, la méditation, enfin il y a beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être essayer de mettre ça en place, tout en sachant que bah, fumer une cigarette, ça agit tout de suite, ça nous calme tout de suite, mais ça résout rien, ça résout pas le problème. Toutes ces techniques-là, bah, il faut les maîtriser, il faut les apprendre. Donc, c'est un peu plus long à se mettre en place, mais lorsqu'on les a mises en place et lorsqu'on sait faire, ça marche très bien et ça marche sur du long terme. Donc, il faut être courageux, faut être persévérant. Mais ça peut Mmh. être une façon de faire. Après aussi, bah, recourir hein, toujours à nos fameuses formes orales de substitution qui peuvent aider. On sent que là, ça va être compliqué, que je commence à être emportée par mes émotions. Bah, peut-être prendre une forme orale, peut-être s'éloigner aussi du problème, hein, aller faire une pause, sortir, prendre l'air, sortir le chien, je sais pas, mais s'éloigner un peu du problème, quitte à dire à l'interlocuteur, bon ben là ça va pas, j'ai besoin d'un temps, mais le formuler et peut-être modifier aussi le traitement, hein, si on a un Bien traitement, sûr. peut-être l'augmenter un peu. Et puis dans un deuxième temps, dans les structures, hein, il y en a beaucoup maintenant dans les hôpitaux pour accompagner à l'arrêt du tabac. Parfois, ben, se faire accompagner, parler pendant une ou deux séances avec un psychologue ou quelqu'un d'autre, un professionnel. Mmh. Pas forcément longtemps, hein, on ne s'engage pas dans un suivi de 10 ans, mais simplement une séance, deux séances, comprendre les choses et apprendre des choses. Et peut-être que ça peut être une aide très précieuse pour parvenir à arrêter.
Oui, tout à fait. Élise. Alors, si je craque pour une cigarette, de temps en temps, est-ce que mon arrêt, il est foutu? Genre, je peux reprendre comme avant, autant que je fumais avant, une cigarette de fumée, bah, je reprends les 30, quoi. Alors, ça dépend des gens, toujours. Effectivement, certaines personnes vont craquer et puis c'est un peu la porte ouverte. Mais non, moi j'ai envie de dire, moi je suis une grande optimiste. Un craquage, c'est un accident. Quand on a appris à faire du vélo, on est tous tombés plein de fois du vélo, et puis on est remonté sur notre vélo, et puis on a appris à pédaler, et puis ben, j'espère là maintenant qu'on ne tombera plus. Mm. Donc voilà, ben, le tabac, c'est pareil. On apprend. Donc il y a un craquage, il y a eu un accident, c'est pas grave, ça arrive, on est humain, bienvenue chez les humains, et bah c'est tout. On va, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que j'ai craqué? Est-ce que j'étais fatiguée? Qu'est-ce qui a déclenché ce craquage? Et puis bah, la prochaine fois que cette situation se produira, eh bien, je mettrai ça en place. J'aurai peut-être des petites pastilles dans la poche, j'éviterai peut-être cette situation, je ne sais pas, j'anticipe. Mais en tout cas, le sevrage tabac, c'est un apprentissage. On apprend toute notre vie. Et ben là, on apprend. Dans cette situation-là, j'ai craqué, mais c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Mhm. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais, ouais, c'est Après, il faut important. pas, ça peut être aussi la porte ouverte vers, bon, tant pis, c'est foutu, j'y vais. Non, faut reprendre son courage parce que parfois, on peut baisser les bras. Ben non, allez, on reprend son courage et on recommence, mais c'est absolument pas grave. Non, Mm. non, pour moi. Ok. Est-ce qu'il y a des caps dans la défume, enfin dans le sevrage? Nous, on appelle ça la défume. Est-ce qu'il y a Oui. des caps dans la défume, c'est-à-dire des moments où l'envie peut réapparaître, des moments un peu plus fragiles qu'on Oui. retrouverait, je sais pas moi, 1 mois, 3 mois, 6 mois, un truc comme ça. Et comment on fait pour les dépasser? Mais est-ce qu'on peut s'attendre? On dit toujours, ben, au début, tu as beaucoup envie, puis après, les envies seront moins fortes, moins fréquentes, et encore moins fortes, et encore moins fréquentes, jusque disparaître. Mais est-ce que dans votre patientèle, vous voyez ces caps? Alors, effectivement, la plupart du temps, lorsqu'on débute une défume, Hmm. les envies qui sont un peu fortes au départ vont aller de façon décroissante jusqu'à s'estomper ou en tout cas, globalement, c'est comme ça que ça se passe. Mais la vie, elle n'est pas linéaire. Et la vie fait que ben, on a des moments où tout va bien, des moments où ça peut être un peu plus compliqué. On a aussi les moments de convivialité, hein, les fêtes de fin d'année, les vacances avec les barbecues avec les voisins. Et parfois, effectivement, ben, de voir tous les copains au barbecue boire un petit coup et fumer. Puis moi, je suis là tout seul avec mon petit verre et puis ma pastille. C'est pas pareil. Donc, on peut avoir des moments où on est fatigué, on baisse les bras. Effectivement, ça arrive. C'est pas, c'est humain et c'est juste bah, il faut accepter ces moments-là, accepter ces situations-là. Et puis, moi, je pense essayer de les anticiper et se dire que bah, peut-être que là, c'est un peu compliqué, mais je vais tenir, je vais mettre ça en place, ça va aller. Et puis, bah, la prochaine fois que cette situation-là se préparera, bah, ce sera moins difficile. C'est un apprentissage, c'est un Hmm. apprentissage. Mais effectivement, la vie, elle n'est pas linéaire ça, normalement, c'est de plus en plus confortable quand même. Ça, il faut le retenir. Mais effectivement, il y a des moments où, bah, je sais pas, une séparation, c'est compliqué. Dans ce Hmm. cas-là, je pense toujours se faire aider, se rapprocher de quelqu'un qui peut nous aider, réajuster le traitement. Si on avait fini notre traitement, bah, rien n'empêche de repartir sur une forme orale, quitte à remettre un patch pendant un petit moment. Enfin, Hmm. il y a toujours une façon de faire. Puis il y a Voilà. peut-être aussi ce moment où on a arrêté de fumer depuis un moment, c'est fatigant aussi, ça nous demande de l'énergie. Ça demande. C'est Où pour notre ça que motivation du début n'est plus ce qu'elle était, parce que ça s'use, une motivation. Et où notre cerveau addict il nous dit, bon, ben Françoise, t'as réussi 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, là, c'est très bien. Bon, on t'a montré que t'étais capable d'arrêter. Oh, allez, maintenant, on va fêter ça avec une petite clope, hein? D'accord, une petite clope, d'accord? Non, je ne peux pas fumer. Si, une petite clope, allez, maintenant t'as montré, tu recommenceras. C'est très bien, Françoise. T'as montré que t'étais cap. Et même dans ton entourage, quelque part, et il est aussi comme ça, comme nos cerveaux addicts, hein. Oh, allez, maintenant tu peux bien en avoir une de temps en temps. C'est pas ça qui va te faire du mal, quand même, juste une, hein. C'est compliqué quelquefois de gérer ces moments-là, en dehors même des émotions, hein. C'est une sorte de fatigue de l'arrêt une lassitude de l'arrêt qui peut arriver. Il faut trouver d'autres motivations, quoi. peut-être s'appuyer sur
les bénéfices ce que j'ai gagné de Tout la à fait. s'appuyer dessus. Voilà, je vais mieux, je peux marcher longtemps, j'ai fait des économies, je me suis payé une semaine de congé. Voilà, s'appuyer vraiment sur ce que j'ai gagné. Et puis aussi, lorsqu'on s'engage dans une démarche d'arrêt, euh, quand notre démarche, elle fait sens pour nous, quand on a une motivation qui fait sens pour nous, ben, ça nous aide aussi à tenir au long cours. Mais ça Mm. évolue aussi hein, dans le temps, la motivation, hein, mais ça nous aide aussi à tenir au long cours. Hein. Tout à fait, tout à fait. Élise, on va parler du vécu. C'est ça. Alors, j'ai entendu parler de plein de petits problèmes quand on commence à arrêter de fumer. Les gens autour de moi, ils toussent, ils sont constipés, ils ont les gencives qui saignent et alors, le summum pour, nous les filles quand même, la prise de poids, c'est pas Et super. de l'acné à 50 ans. Voilà, aussi et honnêtement, ça me fait vraiment peur et à quoi je dois m'attendre, en fait? Enfin, c'est quoi tous ces problèmes qui vont me tomber dessus? Et est-ce que c'est plus grave ces problèmes-là que d'arrêter de fumer? Donc effectivement, lorsqu'on arrête de fumer, on peut avoir des petites choses qui se produisent, mais il faut retenir que c'est transitoire. C'est pas long, c'est juste une toute petite période et après tout va s'arranger, tout va rentrer dans l'ordre. Donc c'est ça le plus important. Effectivement, on peut avoir des petits problèmes. Alors ce qu'on rencontre souvent, c'est la constipation parce que bah, le tabac, la nicotine, hein, accompagne et un peu laxative. Et effectivement, à l'arrêt, le transit redevient normal, on va dire. Et donc, on peut avoir au début des petits problèmes de constipation. Bah, c'est tout, on les gère hein, en mangeant un peu plus de fibres, des compotes. Moi, je conseille les fibres cuites, ça marche bien. On boit un peu plus, on marche un peu plus. Voilà. Après, les autres petits soucis, c'est la toux. La toux, c'est même positif de tousser quand on arrête parce que ça veut dire que nos poumons, ils se nettoient tous les mucus, toutes les sécrétions accumulées par la fume, justement, vont être évacuées parce que nos poumons se réparent et se nettoient. Et donc, tout ça va être évacué et ça se traduit par une toux. Donc, c'est une toux qui dure pas longtemps. Normalement, c'est 3 semaines, 3, 4 semaines. Si ça dure plus ou si ça s'accompagne de fièvre, là, il faut aller consulter. Il y a peut-être autre chose derrière, mais voilà, c'est plutôt positif. Le poids, le fameux, lorsque l'on fume, notre métabolisme s'accélère un petit peu et donc on est un tout petit peu en dessous de notre poids de base. Hein. On va dépenser beaucoup plus de calories, d'énergie. Lorsqu'on arrête de fumer, notre métabolisme va revenir à la normale et donc on va prendre entre 2 et 3 kilos. Ça, on peut rien y faire, c'est physiologique. Après, prendre plus de poids, je remarque moi que lorsque les patients sont accompagnés et bien substitués, c'est pour ça que je recommande les substitutions dans le cadre d'un sevrage tabac, et j'ai aucun intérêt avec les labos ni rien, mais c'est juste que ça aide et ça limite beaucoup, beaucoup, beaucoup la prise de poids, surtout chez les femmes, parce que le cerveau, il est quelque part un peu leurré, on va dire, il a de la nicotine, il n'est pas en manque, donc on ne va pas compenser à côté, on va être confortable. Donc vraiment, c'est une aide précieuse. Après, on voit en allant, hein, et puis s'il y a ce genre de problème, on va réajuster un peu l'alimentation, on peut aller consulter une diététicienne. Mais franchement, dans ma pratique, je remarque que bien substitué, confortablement substitué, le poids est assez bien géré. Ouais, Voilà. super. Ouais, c'est Après, vrai. il y a d'autres petits soucis effectivement qui peuvent arriver. Les gencives qui saignent, c'est même plutôt positif aussi. C'est lorsqu'on fume, on va abîmer toute la sphère ORL et la peau va s'épaissir, la muqueuse va s'épaissir un petit peu pour résister à tous ces produits. Et puis, finalement, quand on arrête de fumer, la peau va se réparer, elle va redevenir fine, elle va se vasculariser, les vaisseaux sanguins vont bien circuler. Et du coup, c'est ça qui fait saigner un petit peu, mais c'est que au début. Et c'est positif, ça veut dire que le corps se répare. Le corps, il est magique, hein. Il se répare. Mm. Et donc, tous ces signes-là, ils sont peut-être embêtants. C'est transitoire. Et dites-vous que c'est les signes que le corps, il se répare. Donc, courage. Mm. Voilà. Alors, on a parlé des croyances tout à l'heure, et il y en a une qui est assez terrible. Je vous lis un témoignage sur payer l'addition de l'addiction. C'est-à-dire que quand on fumait,
on était cool, tranquille, la vie était que ce qu'elle était. On savait que c'était mauvais pour la santé, mais bon, ça n'arrive qu'aux autres. Et au moment où on arrête de fumer, c'est comme si on devenait hyper trouillard et comme si on allait payer, on allait nous présenter l'addition, quoi. Voilà, maintenant tu vas tomber malade. Et il y a une copine qui nous écrit, mon père me dit qu'il n'arrêtera pas de fumer parce que les gens autour de lui qui l'ont fait ont développé rapidement des maladies graves et parfois sont morts. On a souvent aussi des gens qui nous disent, eh ben, un tel ou une telle, elle a arrêté de cloper, eh ben, écoute, 6 mois après, il n'y avait plus personne. Comme si le fait d'arrêter, ça réveillait les maladies. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre de croyances? Effectivement, on entend ça, c'est récent d'ailleurs, mais on entend beaucoup ça en ce moment. Moi, j'ai envie de répondre, enfin, c'est ce que je réponds toujours. Et si vous aviez poursuivi la fume, est-ce que cette maladie, elle serait apparue ou pas? Et à mon avis, oui. Hmm. Les maladies, pour se développer, elles ne se développent pas en quelques mois, quelques jours, elles se développent sur plusieurs années. Donc, même si on avait continué, la maladie, elle serait là. Alors, ce qui est délétère pour la santé, c'est pas l'arrêt, c'est la fume qui est délétère. Hmm. Il faut vraiment l'enregistrer. Et donc, même lorsqu'on est malade, il n'est pas trop tard pour arrêter. Bien au contraire, il faut arrêter. Pourquoi? Bah, parce que, comme je l'ai dit, ça va aider le corps à se réparer. L'immunité, elle va être beaucoup plus efficace. Les traitements qu'on peut être amené à avoir vont aussi être beaucoup plus efficaces. Donc, quoi qu'il arrive, on arrête, qu'on soit malade, pas malade, on arrête. De toute façon, il y a toujours un intérêt. Voilà. Et Hmm. les maladies, elles seraient survenues en poursuivant la fume. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Yasmina. Élise, avant, dernière question. Voilà. Alors, j'ai un peu des témoignages. Est-ce que je vais être condamnée à avoir des envies toute ma vie? Est-ce que ces envies-là, elles vont être les mêmes que quand j'ai arrêté de fumer depuis 3 semaines, un mois? Et est-ce que je vais devoir faire attention non-stop pendant les années qui viennent? Tu y penseras tout le temps, Pardon. tu vas voir, tu devras lutter contre le démon. Moi, madame, 8 ans après, j'y pense encore. Il n'y a aucune raison que ça t'arrive pas à toi. Ça, on l'entend. Alors, Yasmina, est-ce qu'on est condamné? Non, non. Les envies, elles vont s'estomper avec le temps, ça ira de mieux en mieux. En plus, on va apprendre plein de nouvelles compétences, plein de nouvelles façons de faire. Donc, quand bien même on a quelques envies, on saura les gérer. On va apprendre plein de choses. Et après, j'ai envie de dire, on parle toujours d'envie. Et moi, je dis toujours aux patients, il faut toujours distinguer une envie d'une pensée. Les pensées, bah moi j'adore les sacs à main. Quand je passe devant un magasin de sacs à main, tiens, il est joli ce sac à main. C'est pas pour ça que je vais me ruer dans le magasin. Je pense à ce joli sac à main, mais pour autant, je vais pas y aller. C'est ça une pensée. Et bah, le tabac, on va y penser, on va être nostalgique, on va, je sais pas, sentir une odeur, ça va nous rappeler une situation, ça va nous rappeler le souvenir du tabac. Donc les pensées, on en a. Ça, c'est pas grave, c'est pas des envies. On les laisse glisser, c'est tout. Si on se condamne à dire faut pas que je pense au tabac, faut pas que je pense au tabac, je vais y penser d'autant plus. Donc, on laisse glisser la pensée, c'est normal. On en a des millions dans la journée, on les laisse glisser. Donc ça, c'est les pensées. Il faut les distinguer des envies qui sont différentes. Et moi, je constate que les envies, elles s'estompent avec le temps. Voilà. Mhm. Après, comme on disait tout à l'heure, il y a des périodes dans la vie où ça va un peu moins, où on peut avoir une petite recrudescence. Mais dans ce cas-là, on réajuste avec des traitements ou autre chose. Mais Mm, je trouve que globalement, ça va quand même mieux avec le temps. bien sûr. Moi, j'ai arrêté de fumer. Je fumais 50 cigarettes par jour. J'ai fumé pendant 30 ans. Aujourd'hui, je ne pense jamais à la cigarette. J'ai vécu des choses très dures ou très joyeuses depuis toutes ces années où j'ai arrêté. Mais à aucun moment j'ai pensé à une cigarette. La cigarette fait partie de mon passé, elle fait partie de mon histoire. J'y pense comme avec des souvenirs. Je me souviens très bien que j'ai fumé quand même pendant tant que ça, tant et puis si autant. Mais pour autant, aujourd'hui, ça n'a plus aucune existence dans ma vie. J'y pense jamais. Et c'est jamais une réponse, ni même une pensée dans mon quotidien. Ça fait partie de mon passé, mais plus de mon présent, ni de mon avenir. C'est comme l'histoire du petit gars dont j'étais amoureuse en cinquième et qui faisait bondir mon cœur.
Je m'en souviens, mais j'ai même oublié son nom de famille. Mais par contre, je me souviens que mon cœur bondissait. Mais maintenant, mon cœur bondit plus quand je pense à lui. C'est fini. Et toi, Elise? Ben, moi, je suis assez étonnée. Enfin, maintenant, j'ai arrêté de fumer depuis un moment, mais je passe une bonne partie de mes journées à parler de tabac et à aider les gens aussi bien que je peux pour arrêter de fumer. Et à aucun moment, je ne me dis j'ai envie de fumer. Ça ne me passe même pas par la tête, en fait. Et ça n'est plus pour moi un recours possible. C'est-à-dire que je sais même pas où sont les bureaux de tabac dans ma ville parce que j'ai pas besoin d'y aller, hein. Tout ce qu'il y a dedans, je peux le trouver ailleurs. Je sens, enfin, quand j'ai les odeurs à côté de moi, je suis complètement indifférente. C'est-à-dire que, bon, ça va me déranger si mes habits sentent le tabac. Ça me dérange. Mais sinon, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mhm. Et vraiment, un jour, on est hors des fumes, mais il faut vraiment y croire. Il y a un jour où on n'y pense même plus, en fait. Ouais. Molimar, un des créateurs de la tabacologie, disait exactement ce que tu viens de dire. Il disait qu'au bout d'un moment, eh ben, on était hors tabac et que l'idée même de fumer ne nous inspirait plus qu'un seul mot, c'est l'indifférence. Et de fait, c'est ce que tu viens de dire. Mm. Tu es indifférente aux produits tabac. C'est pas beau ça, hein? Magnifique. Oh là 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 là. Allez, à quel moment on peut consulter un tabacologue? Il faut aller voir un tabacologue quand on arrête de fumer, Yasmina? Après, c'est individuel, ça, hein. Il y a certaines personnes qui vont arriver à arrêter toutes seules, sans tabacologue, sans personne. D'autres vont avoir besoin. Moi, je le conseille. Si j'ai envie d'arrêter de fumer, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Ça peut, un tabacologue ou autre, un médecin traitant formé à la tabacologie, peut aider, peut guider au début, peut expliquer un peu les solutions qui existent, les traitements et aider à débuter la démarche. En tout cas, donc c'est moi, je le recommande. Aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui prennent en charge la consommation de tabac dans les hôpitaux, dans des associations, dans des structures de soins, des XAPA, des regroupements d'infirmiers libéraux. Et c'est gratuit la plupart du temps. Souvent, ce sont des équipes pluridisciplinaires, donc avec Mm. des psychologues, avec des diététiciens. Donc, s'il faut réorienter pour une problématique quelconque vers un collègue, ben, on peut le faire très facilement. Donc, il faut y aller. Moi, je dis toujours, c'est un peu comme la péridurale pour les accouchements, hein. Si on peut accoucher et moins souffrir et n'avoir que le positif, on le fait. Ben là, c'est un peu pareil. On peut avoir de l'aide et rendre cette démarche, qui n'est pas forcément simple au début, le plus confortable possible avec des professionnels qui peuvent nous aider, nous accompagner. C'est gratuit, les traitements sont gratuits. Je trouve dommage de se faire souffrir et d'avoir mal alors qu'on pourrait essayer de rendre les choses un peu plus confortables. Bien Donc oui, sûr. je conseillerais d'aller voir des professionnels. Merci. Est-ce que le mois sans tabac, c'est un moment particulièrement propice pour arrêter de fumer? Oui, alors il y a une étude qui avait dit que le mois sans tabac, donc arrêter de fumer durant 30 jours, multiplié par 5 les chances d'y parvenir. Donc c'est pas rien, fois 5. Après le mois sans tabac, ce qui est sympathique, c'est que il y a une grosse mobilisation des professionnels, des associations et tout. Donc tout le monde se fait connaître. Donc on peut connaître dans sa ville, dans sa région, où est-ce que je peux aller, où sont les professionnels. J'ai plein d'informations, donc c'est une occasion très précieuse d'y aller. Et puis surtout, je suis pas seule. On est nombreux. Donc Ouais. quand on est nombreux, on se dit on n'est pas tout seul dans cette Ouais, galère. on est porté par le collectif, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc oui, c'est Cette une belle. année, cette année, j'ai été sur le site il n'y a pas trop longtemps de Tabac Info Service. Il y a 105 000 inscrits. Waouh. Et c'est Eh ben, formidable. dis donc. Un bel Mm. élan. Ouais. Enfin, depuis des années aussi, ça se cumule, hein, parce que moi, je suis inscrite depuis je sais pas combien de temps sur. Mais c'est magnifique, c'est bien, c'est génial. 105 000, ça se dit, quoi. Bon, bah, bientôt, vous serez au chômage. Il y aura plus besoin de tabacologue parce qu'il y aura plus de fumeurs. Tant mieux. Si je suis au chômage pour ça me va. En tout cas, aujourd'hui, on a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, Élise, parce que c'est la fin de notre live. On a passé un temps vraiment très, très, très agréable, avec plein de conseils utiles.
hein, vraiment. Donc, je te laisse le mot de la fin, chère Élise, parce que tu es notre Madame loyale. Alors, on va vite se retrouver pour d'autres lives. On en a encore 5 pendant le reste de l'année avec des professionnels différents. Et ben, merci beaucoup, Françoise. Avec plaisir. Et merci beaucoup, Yasmina. Vraiment, c'était un live au top. On veut tous aller voir des tabacologues comme vous. Voilà. Ils sont tous comme moi. Bon. C'est à vous. En tout cas, merci, c'était chouette. Et puis vous nous avez apporté vraiment beaucoup. Vraiment, merci. Voilà. Au revoir. Une, une bonne journée à tous. Et puis voilà, quoi. À bientôt. À bientôt.